La roche en fusion, le vent et le feu sont des outils de création et de destruction. Ensemble, ils façonnent notre monde. Des scientifiques travaillent pour mieux comprendre ces forces de la nature et essayer de nous protéger. La croûte terrestre n'est pas plus épaisse qu'une feuille de papier à l'échelle du globe, mais nous construisons des gratte-ciel à sa surface et des villes au pied de ces montagnes cracheuses de feu. Éruptions, tremblements de terre, tempêtes, les menaces sont nombreuses et nous devons apprendre à les anticiper, car malgré sa beauté, notre planète est sans pitié. Quand cet avion quitte son hangar, c'est rarement bon signe pour la côte est des États-Unis. Un ouragan est en train de ravager les Caraïbes. Il frappera bientôt la Floride et menace de remonter jusqu'à New York. Dans la carlingue, l'équipage se prépare pour une mission à haut risque. Destination, le cœur de l'ouragan. La tempête géante approche. Sur la côte, les habitants se préparent à évacuer. Pour savoir comment elle va évoluer et à quel endroit elle atteindra les terres, le pilote doit mener son avion dans l'œil du cyclone. Ou plus exactement, dans le mur de l'œil. Ce cercle de nuages verticaux, de pluie et de vents violents entoure la zone de calme au centre de la dépression. L'avion traverse le mur à plusieurs reprises pour évaluer la force exacte de ces vents. C'est le seul moyen de déterminer la véritable puissance de la tempête. Toutes les 2 secondes, des sondes mesurent la pression atmosphérique, l'humidité et la vitesse des vents. Au même moment, les intempéries commencent à malmener les côtes de la Floride. Ceux qui n'ont pas mis leur bateau à l'abri s'en mordront les doigts. Les zones les plus à risque ont déjà été évacuées depuis longtemps. Le remplacement exact a été déterminé grâce aux estimations du Centre national des ouragans de Miami, le NHC. James Franklin et son équipe travaillent 24 heures sur 24 pour prévoir l'évolution de l'ouragan avec la plus grande précision possible. Certains ouragans font 100 km de diamètre. D'autres en font 1000. Leurs dimensions sont très variées. En revanche, elles n'évoluent pas très vite. Les petits ouragans ont tendance à rester petits, les grands à rester grands. La vraie difficulté réside dans les détails de leur structure. Le diable se cache dans ces détails. Ce sont eux qui déterminent l'ampleur des dégâts. Les ouragans sont beaucoup plus fréquents que les tremblements de terre ou les éruptions volcaniques. Et au final, ils font plus de victimes. La surface de la Terre est couverte de villes, de déserts, de forêts et d'étendues d'eau. Au-dessus de chacune de ces zones, l'air se réchauffe différemment. Les terres, par exemple, font grimper les températures plus vite que les mers.
Comme les masses d'air chaud montent plus vite, la pression atmosphérique est plus élevée au-dessus des côtes qu'au-dessus de l'eau. Le vent régule ces différences en se déplaçant systématiquement des plus hautes pressions vers les plus basses. Pendant qu'en hauteur, il va des terres vers l'océan juste au-dessus de la surface du sol, l'air est brassé dans la direction inverse. Une brise de mer est née. Le vent agit aussi au niveau planétaire. La rotation de la Terre fait tourbillonner les masses d'air qui se déplacent des zones de haute pression vers les basses. Les vents sont déviés vers la droite dans l'hémisphère nord, vers la gauche dans l'hémisphère sud. D'immenses systèmes orageux sont propulsés à travers la planète. Quand ils se transforment en ouragans et qu'ils se dirigent vers la côte est des États-Unis, les chasseurs de tempêtes décollent. Car sans données collectées au cœur de l'ouragan, son évolution ne pourrait pas être calculée. James McFadden supervise l'opération. On ne sait pas ce qui se passe au-dessus du volcan. Alors il faut envoyer un avion pour qu'il largue des sondes. Elles envoient leurs données à l'avion et ensuite, il nous les retransmet pour qu'elles soient intégrées dans nos modèles. Octobre 2012. Ces modèles viennent de faire passer New York et toute la côte est des États-Unis en état d'alerte. Dans les Caraïbes, l'ouragan Sandy fait rage, au prix de victimes et de dégâts considérables. La question est maintenant de savoir si cette super tempête frappera les côtes à pleine puissance ou si elle y arrivera en bout de course comme l'ouragan Irene un an plus tôt. À New York, les plans d'évacuation s'étaient finalement révélés inutiles, mais le maire et son équipe ne veulent prendre aucun risque. La phase d'évacuation est terminée. Tout le monde doit maintenant se mettre à l'abri et y rester jusqu'à ce que les conditions s'améliorent. Ce ne sera pas avant dimanche. Au fil des heures, il devient clair que cette fois, New York ne sera pas épargnée. La ville se fige et attend dans l'angoisse. Des vents de 150 km/h se mettent à déferler et un déluge sans précédent inonde des quartiers entiers. Au même moment, Sandy est suivi depuis l'espace. Ces données viennent s'additionner à celles des chasseurs de tempêtes et des 20 stations radars de la côte Est. Ces informations convergent vers le Centre national des ouragans de Miami. Toutes les tempêtes tropicales qui passent à moins de 250 km des côtes américaines sont observées ici en temps réel. L'objectif est de prévenir la population au plus tôt et de mieux coordonner les opérations d'évacuation. Du Texas au sud à l'État du Maine à l'extrême nord-est, plus de 47 millions d'Américains sont exposés aux ouragans. Et ce nombre est voué à augmenter. Les typhons et les cyclones sont de plus en plus fréquents dans le monde entier. Mais quelle est la différence entre un ouragan, un typhon et un cyclone? La réponse est simple, il n'y en a pas. Ce sont les différents noms donnés régionalement à un même phénomène. On parle d'ouragan dans l'Atlantique Nord et le Pacifique Nord-Est, de typhon en Asie de l'Est et de cyclone dans les autres bassins océaniques. Deux conditions doivent être réunies pour que ce phénomène voie le jour. Il faut que l'eau à la surface de la mer dépasse 26 degrés et que des vents d'alizé soufflent violemment. Ce type de contexte ne se rencontre qu'à proximité de l'équateur, à des latitudes comprises entre 5 et 20 degrés. Entre début juin et fin novembre, l'eau atteint ses plus hauts niveaux de température. Elle s'évapore et de l'air chaud et humide monte en altitude. Il se condense pour former des nuages, puis les alizés les font tourbillonner. Quand les vents du mur de l'œil dépassent 118 km/h, le phénomène est appelé ouragan. Mais récemment, des études ont montré que la plupart de ceux qui touchaient le territoire américain ne naissaient pas réellement en mer. Au-dessus de l'Afrique, la chaleur fait naître des colonnes de nuages orageux qui montent dans l'atmosphère. À leur contact, les alizés qui soufflent continuellement vers l'ouest se mettent à tourbillonner. Quand ces petits vortex tropicaux rejoignent les eaux chaudes de la côte ouest africaine, ils commencent à gagner en puissance.
Ils se renforcent tout au long de leur traversée de l'Atlantique et quand ils atteignent les terres, ils font des ravages. Mais il reste une inconnue dans l'équation, les nuages. Sans eux, il ne pourrait y avoir d'ouragan. Pourtant, peu de recherches s'intéressent à la façon dont ils apparaissent. À Leipzig, en Allemagne, le simulateur de l'Institut Leibniz de recherche troposphérique permet aux scientifiques de détailler les conditions nécessaires à leur naissance. Les nuages occupent une place importante dans les modèles climatiques. Mais comme leur processus de formation reste flou, cette dimension est quasi absente des modèles. Les aérosols, un mélange de particules solides ou liquides en suspension, jouent un rôle majeur. Une des principales zones d'ombre des prévisions météorologiques et des modèles climatiques qui servent à les établir, ce sont les interactions entre les aérosols et les nuages. Nous savons par exemple que les aérosols ont une influence sur le processus de glaciation des nuages. Nos recherches dans ce domaine permettent de rapprocher les modèles et les prévisions de la réalité. Les impuretés de l'air, appelées noyaux de condensation, permettent la transformation de l'eau en cristaux de glace. Ce sont eux qui créent les nuages. Les chercheurs de l'Institut Leibniz font des expériences avec une vaste gamme de particules. Ils cherchent à comprendre comment elles contrôlent la formation des nuages. Le Sahara est la principale source de poussière minérale atmosphérique. Mais ce désert a aussi la capacité de tuer les ouragans dans l'œuf. Quand un grand nuage de poussière en provenance du Sahara est poussé jusqu'à l'océan Atlantique, il perturbe le développement des ouragans qui sont en train de se former au même moment. L'air aride qui accompagne cette poussière enveloppe la tempête et la coupe de sa source d'humidité. On peut donc dire que le Sahara peut empêcher un ouragan de frapper de l'autre côté de l'Atlantique. Ces amas d'air poussiéreux réduisent de façon considérable le nombre de tempêtes capables de se développer et de traverser l'Atlantique. Sans eux, la côte est des États-Unis serait en mauvaise posture. Miami est l'une des villes américaines les plus exposées. Elle voit passer au moins une tempête tropicale chaque année et un ouragan la frappe environ tous les 5 ans. Le prochain est attendu avec angoisse. Dans le comté de Chester, en Caroline du Sud, un centre de recherche crée lui-même ces tempêtes. Un immense simulateur permet de tester la résistance des bâtiments. Des caméras sont installées aux 4 coins du hangar pour filmer chaque étape de l'expérience sous tous les angles. Les 2 maisons test sont installées sur une plateforme pivotante pour que le souffle vienne de toutes les directions. Des canons projetteront des débris. La salle doit être totalement évacuée. Les 185 ventilateurs peuvent produire des vents à 200 km/h. Mais les expériences réalisées ici ne se limitent pas à un déchaînement de force brute. Des paramètres calqués sur de véritables ouragans sont programmés informatiquement et reproduits. Des souffleries permettent d'inverser les flux et de générer des bourrasques. Une fois les vitres brisées, les vents font pression sur le toit et les cloisons de l'intérieur. Les structures sont malmenées. La construction classique montre rapidement ses faiblesses. Avant d'analyser le contenu des vidéos, tous les matériaux sont examinés pour déterminer quel type de dégâts ils ont subis.
Aux États-Unis, les constructions sont souvent légères. En renforçant les armatures, de nombreux dégâts pourraient être évités. Les habitations ne sont pas seulement exposées au vent. Les ouragans s'accompagnent souvent d'incendies. Des braises et toutes sortes d'objets peuvent être happés et projetés. Malheureusement, ces expériences arrivent trop tard pour ceux qui ont tout perdu avec Sandy. L'ouragan a fait au moins 210 morts, dont 131 aux États-Unis et une quinzaine de disparus. Le 29 octobre au matin, plus de 8 millions d'Américains étaient privés d'électricité. Le montant total des dégâts a été estimé à 38 milliards d'euros. L'Eyjafjöll, en Islande, a provoqué des pertes beaucoup moins élevées quand ces cendres volcaniques ont paralysé le trafic aérien à travers toute l'Europe. Mais son éruption a eu un effet surprenant. Des éclairs jaillissaient du nuage de cendres. Ces nébulosités se comportent exactement comme des nuages d'orage. Elles se forment quand de l'air chaud et humide monte dans l'atmosphère et s'étire avant de refroidir jusqu'à ce que des particules de glace se forment. La chaleur libérée par la condensation engendre un puissant courant d'air ascendant qui entraîne les particules de glace. En se frottant les unes aux autres, les particules accumulent de l'électricité statique. À cause de son poids plus élevé, la glace chargée négativement est stockée dans la partie inférieure du nuage. La foudre régule la tension. Les ouragans sont à l'été ce que les tempêtes de neige sont à l'hiver. Statistiquement, le blizzard est moins meurtrier, mais il peut paralyser des régions entières. Le 2 février 2011, une violente tempête de neige a sévi du nord du Canada jusqu'au Nouveau-Mexique. Des millions de personnes ont été privées d'électricité. En Europe aussi, les tempêtes et les inondations deviennent plus fréquentes. En 2002, quand l'est de l'Allemagne a été frappé par de violentes inondations, la communication entre lenders s'est avérée insuffisante. Pour pallier ce manque, l'État fédéral et les lenders ont créé un centre commun de gestion des crises. Depuis, en cas de catastrophe, tous les secours sont coordonnés à partir d'ici, qu'il s'agisse d'intervenir sur le territoire allemand ou au-delà des frontières. En janvier 2007, 72 heures avant que la tempête Kirill ne frappe, les préparatifs avaient déjà commencé. Les prévisions et les plans d'urgence avaient été élaborés au centre de coordination avant d'être transmis aux autorités compétentes. Le matériel, sacs de sable, tentes, hélicoptères, était également géré ici pour éviter des pénuries aux points stratégiques. Dans les années à venir, l'Europe sera confrontée à de nouveaux défis, car la fréquence et la violence des tempêtes sont en augmentation. Elle se développe généralement au-dessus de l'Atlantique Nord. Puis elle se déplace vers le nord-ouest de l'Europe, où les masses d'air froid rencontrent de l'air chaud. Les forces qui se déchaînent alors peuvent raser des forêts entières et provoquer des inondations géantes. Le géophysicien Szymon Wdowinski a découvert que les pluies des tempêtes avaient aussi d'autres conséquences. Les fortes précipitations peuvent entraîner d'énormes quantités de terre dans l'océan. Ces déplacements modifient les taux de compression du sol. En profondeur, des roches comprimées depuis des millénaires voient soudain la pression se relâcher et se mettent à s'étirer. En 2010, le tremblement de terre d'Haïti a montré que ces modifications pouvaient avoir des répercussions dramatiques.
Le plus grave tremblement de terre du XXIe siècle a fait 230 000 victimes, 300 000 blessés et laissé plus d'1 million de personnes sans abri. 1 an et demi plus tôt, des ouragans avaient frappé la région avec d'immenses glissements de terrain à la clé. Szymon Wdowiński est persuadé que ces tempêtes ont provoqué le séisme. Quand on a commencé nos recherches, on s'est rendu compte qu'Haïti disposait de peu de données sur les séismes et les ouragans. En revanche, on s'est aperçu que des phénomènes semblables se produisaient à Taïwan. Pour mieux les comprendre, on a analysé les données concernant les typhons de ces 50 dernières années et on les a mises en parallèle avec l'historique sismique du pays. On s'est aperçu que les séismes se déclenchaient après les typhons. En août 2009, le typhon Morakot frappe Taïwan. D'énormes quantités de terre glissent dans la mer. 7 mois plus tard, le sud-est du pays est secoué par son plus violent séisme depuis plus d'1 siècle. À Taïwan, 85% des tremblements de terre se produisent moins de 4 ans après un typhon accompagné de fortes pluies. Ces phénomènes menacent aussi le Japon, un des pays les plus sismiques du monde. Tokyo est l'aire urbaine la plus peuplée du globe. C'est aussi la plus vulnérable. 35 millions d'habitants vivent ici. La capitale japonaise est exposée à toutes sortes de catastrophes naturelles. Le tremblement de terre de 2011 a rappelé aux Tokyoïtes que, tôt ou tard, leur ville subira un violent séisme. Des typhons frappent régulièrement le pays et paralysent les services publics. Ils provoquent d'importantes inondations et le bilan humain et financier est parfois très lourd. Mais le Japon a mis au point des ripostes technologiques. Près de Kasuga Bay, au nord de Tokyo, une installation gigantesque descend à 80 mètres sous la surface du sol. Cette cathédrale de béton a été construite pour contrer les déluges sur le point d'inonder les rues et les bâtiments de la ville. Quatre rivières traversent la région. Avant qu'elles ne débordent, leurs eaux sont canalisées dans un cylindre en spirale qui ralentit leur vitesse. Des tuyaux de 10 mètres de haut les acheminent ensuite vers un autre cylindre. Une fois à l'intérieur, elles montent jusqu'à atteindre le bord de l'immense réservoir et commencent à le remplir. De gigantesques roues à palettes alimentées par des turbines pompent 200 mètres cubes par seconde. Elles les rejettent dans le fleuve Edogawa qui les entraîne jusqu'au Pacifique. Cette région humide, située sous le niveau de la mer, n'arrivait plus à absorber les surplus d'eau à cause de son urbanisation rapide. Srikanta Herat est un spécialiste sri-lankais des changements climatiques et de la réduction des risques liés aux catastrophes naturelles. Il a participé à l'élaboration de ces installations. Le Japon est exposé à une multitude de dangers. Séismes, inondations, volcans, tsunamis. Et donc, la culture japonaise s'est construite sur l'idée que si on capitulait face à chacune de ces menaces, il ne resterait plus grand-chose. Les Japonais sont obligés de se masser sur les étroites bandes de plaine qui longent les côtes.
C'est là que se trouvent les zones urbanisées, où la majorité de la population se concentre. D'un côté, vous avez des menaces multiples, et de l'autre, vous n'avez pas beaucoup d'endroits où aller. Mais pour Srikanta et Rat, la technologie ne pourra plus répondre seule aux catastrophes naturelles. Ils pensent que le drame de Fukushima a changé les mentalités. Quand on est exposé à une menace, on répond par des constructions plus solides. On renforce la capacité de résistance aux différentes catastrophes. Les Japonais ont cette culture et je pense qu'il y a effectivement des projets à mettre en œuvre pour garantir un certain niveau de sécurité. Mais les approches ont évolué depuis le séisme, le tsunami et la catastrophe nucléaire de mars 2011. Il est maintenant clair que chaque type de catastrophe doit être traité différemment. Il y a une différence entre celles qui se produisent fréquemment et celles qui sont exceptionnelles. On ne peut pas tout contrôler. Les pays pauvres comme le Bangladesh ne peuvent pas s'offrir des projets aussi pharaoniques. Ici, les gens subissent les catastrophes de plein fouet. En 1970, un énorme cyclone a dévasté la région qui appartenait encore au Pakistan. Il a fait 500 000 victimes et reste à ce jour le plus meurtrier de l'histoire. Une onde de tempête de 10 mètres a submergé les îles du delta du Gange. L'indignation face à la faiblesse des moyens déployés par le gouvernement pour secourir la région a conduit à la sécession du Bangladesh. Aujourd'hui, c'est une nation souveraine. Le Bangladesh ne se trouve qu'à quelques mètres au-dessus du niveau de la mer. La montée des océans menace ce pays, mais aussi les côtes du monde entier. La République populaire de Chine manipule ouvertement le temps pour les grands événements. Elle dispose même d'un bureau officiel des modifications météorologiques. À ce bureau incombe notamment qu'une météo clémente accompagne systématiquement les célébrations de la fête nationale. Chaque année, des tonnes de produits chimiques font pleuvoir les nuages avant les défilés. Le hasard n'avait pas sa place pendant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de 2008. Un système pluvieux a été intercepté avant son arrivée sur la capitale pour que le feu d'artifice puisse éblouir le monde en toute tranquillité. La Chine dépense entre 45 et 65 millions d'euros par an pour modifier le temps. Elle n'est pas à l'abri des ratés pour autant. En novembre 2009, en tentant de combattre une sécheresse, les autorités ont déclenché une tempête de neige qui a paralysé plusieurs régions. Mais il y a eu pire. En août 1952, l'aviation britannique lance l'opération Cumulus. Des nuages sont ensemencés avec de la glace sèche. 30 minutes plus tard, la pluie commence à tomber. Mais les résultats de l'expérience sont immédiatement classés top secret. Il se trouve que le même jour, la ville de Lynmouth, dans le Devon, a été victime d'une des pires crues qu'ait connues le Royaume-Uni. Après des pluies diluviennes, l'Exmoor est brusquement sorti de son lit. La crue a dévasté des habitations, des ponts et des commerces. 34 personnes ont trouvé la mort dans la catastrophe. À l'époque, les autorités l'ont attribuée à la volonté divine. 30 ans plus tard, le dossier a été rendu public. Mais sa mise au secret au lendemain du drame prouve que l'aviation britannique pensait avoir joué un rôle. Dans de nombreux pays, les laboratoires de recherche militaire tentent de transformer le climat en arme. Mais le vent et les tempêtes ne sont pas que destructeurs. Quand une tempête de sable survient au Tchad, les arbres géants d'Amazonie en récoltent les fruits. Le Sahara fournit environ la moitié de la poussière atmosphérique de la planète. Elle vient en grande partie des algues mortes de la dépression du Bodélé, la cuvette d'un vaste lac asséché.
Chaque année, les alizés transportent 40 millions de tonnes de poussière sur plus de 5000 km. De l'autre côté de l'Atlantique, les algues fossilisées, riches en phosphore et en fer, nourrissent les arbres et les font pousser à toute allure. Le Sahara est en quelque sorte le fournisseur d'engrais de la forêt amazonienne. Des traces de phosphore saharien ont été retrouvées jusqu'à Hawaï. Mais cette action fertilisante est à double tranchant. Les océans sont pauvres en fer. Cette carence limite la prolifération des algues et des bactéries. Quand les poussières tombent en mer, elles peuvent provoquer des marées rouges qui coûtent la vie à de nombreux poissons et crustacés. Les algues ont aussi une influence sur les tempêtes. Quand la mer se teinte de rouge, elle se réchauffe plus vite et favorise l'apparition d'ouragans. La boucle est bouclée. Depuis des millions d'années, les vents façonnent la surface de la Terre. Ils érodent les falaises et réduisent peu à peu les montagnes en poussière. Grâce à eux, les paysages et les habitats sont en constante évolution. Le grès se compose de couches dont la dureté varie. Les déformations que le vent leur fait subir donnent naissance à des formations rocheuses spectaculaires. Comme ici, à Monument de Vallée. Les cheminées de fées de Cappadoce, en Turquie, font partie des plus célèbres. Les pinacles australiens sont des vestiges d'anciennes dunes. Ces dépôts calcaires s'étaient formés autour des racines de grands buissons sous la surface du sol. Des milliers d'années plus tard, le vent les a mis au jour. Le météorologue allemand Andreas Fink part rejoindre une équipe de chercheurs pour observer le vent en action dans le Sahara. Le désert est surplombé par un rideau de poussière soulevé par le vent. Quand des satellites météorologiques cartographient la région, ils la représentent comme une vaste tache uniformément blanche. En se rendant sur place, ces scientifiques espèrent observer un phénomène quasi inconnu, d'immenses poches de chaleur qui gonflent au-dessus du désert. La chaleur engendre un système de basse pression au-dessus du Sahara. C'est le moteur de la mousson ouest africaine. Certaines années, il apporte un déluge, d'autres la sécheresse. Nous voulons comprendre ces cycles, car ils nous permettront de mieux informer les populations. L'avion du projet Fennec décolle de Fuerteventura, aux Canaries. Une fois sa destination atteinte, il vole à tout juste 150 mètres au-dessus du désert. C'est le seul moyen de collecter les données nécessaires à l'étude. Le voile de sable rend les observations par satellite impossibles. Ce projet est d'une importance capitale pour l'Afrique de l'Ouest. La mousson d'été apporte des pluies vitales, mais le moment de son arrivée, sa durée, les volumes de précipitations et leurs interruptions restent imprévisibles. Ces vols transsahariens sont difficiles. La zone cible se trouve au milieu de nulle part. Il n'y a que 2 heures de vol avant de rejoindre la région que nous voulons étudier. Il faut tenir un planning très serré. On ne peut voler que 5 heures. Donc, sur place, on n'a qu'1 heure pour faire nos mesures. Il faut qu'on arrive pile au bon endroit. Au centre d'opération, une équipe de météorologues communique avec l'avion par un système de téléphone satellite. Et ils nous envoient tous les nouveaux clichés pris depuis l'espace, pour qu'on puisse modifier l'itinéraire et se rendre au cœur d'une tempête de sable, par exemple. La dépression thermique qu'ils étudient peut s'étendre sur une zone de la taille de l'Europe. Au cours de l'année, elle se déplace vers l'Afrique de l'Ouest. Elle aspire alors l'air froid de l'Atlantique et la porte au continent africain. L'altitude de vol dépend du niveau où la poussière est en suspension. Les tempêtes de sable qui viennent de se former transportent d'énormes quantités de poussière, mais au bout d'un moment, elles se mettent à retomber. C'est cette transition qui intéresse les chercheurs. Le moment où les grosses particules s'en vont et où seules restent les petites, capables de voyager sur de longues distances.
peu, des pièces viennent s'ajouter au puzzle. Les prévisions modernes à 5 jours sont aussi fiables que les prévisions à 1 jour d'il y a 20 ans. Nous faisons de notre mieux pour que l'Afrique dispose enfin de prévisions fiables. C'est important partout, mais en Afrique, ça l'est encore davantage, car elles peuvent permettre de prévoir l'arrivée de la mousson et c'est capital pour les cultivateurs. Le réchauffement planétaire fait s'emballer la machine climatique. Il rend les prévisions de plus en plus difficiles, mais d'autant plus essentielles. Car même si nous influons sur le temps, nous sommes incapables de le faire correspondre à nos besoins. La seule chose à faire est de prévoir les évolutions à venir et de réagir en conséquence. Les poussières du Sahara pourraient nous y aider. À l'heure actuelle, de nombreux modèles ne les intègrent pas dans leur calcul de la température atmosphérique. Pourtant, elles empêchent une partie du rayonnement solaire d'atteindre la Terre et atténuent le réchauffement. Cet effet est localisé, mais les nuages de poussière qui traversent l'Atlantique affectent aussi le climat sous d'autres aspects. Et pour beaucoup, ils restent à explorer. La foudre constitue une autre grande inconnue. Peu de phénomènes climatiques sont étudiés depuis aussi longtemps, et pourtant les lois de la physique qui la gouvernent n'ont pas été pleinement explorées. Joseph Dwyer, un physicien de l'Institut technologique de Floride, étudie les radiations de haute énergie générées par les éclairs. La Floride est un endroit parfait pour étudier les éclairs. C'est une longue péninsule entourée d'eau chaude, et grâce à la brise marine, on a pas mal de nuages de ce genre. On pourrait attendre qu'un éclair naturel se produise au-dessus de nous, mais ça risquerait de nous prendre tout l'été. Je préfère amener les éclairs à moi grâce à ceci. C'est une fusée équipée d'une bobine de fil de fer enrobée de Kevlar. Joseph Dwyer va se servir de sa fusée pour partir à la chasse aux éclairs. Il se rend dans une installation militaire d'où il va l'envoyer à 600 mètres d'altitude pendant un orage. Elle est reliée au sol par un fil de cuivre. Il fera office de paratonnerre. À côté de la rampe de lancement, un photodétecteur mesure les radiations de l'éclair. Pour la première fois, des images tournées à haute vitesse montrent les champs électriques surpuissants qui se forment pendant l'éclair. Ces rayons gamma sont une menace pour les avions. Si un avion se trouve au mauvais endroit au mauvais moment pendant qu'un orage émet des rayons gamma, les doses peuvent être énormes. En moins d'un millième de seconde, on peut emmagasiner les radiations qu'on reçoit normalement en toute une vie. L'astrophysicien Gerald Fishman a découvert les rayons gamma de la foudre par accident en 1994, alors qu'il étudiait les rayons gamma spatiaux. Jusque-là, personne n'imaginait que les éclairs pouvaient générer des rayonnements nucléaires. Mais les dangers des grandes cellules orageuses ne se limitent pas à la foudre. Elles peuvent aussi produire des tornades. Elles frappent des zones beaucoup moins étendues que les ouragans, mais là où elles passent, elles ravagent tout. Les plus dangereuses se forment dans l'allée des tornades. Cette région se trouve au cœur des États-Unis. Entre les montagnes rocheuses et les Appalaches, de l'air froid en provenance du Canada rencontre l'air chaud qui remonte du golfe du Mexique. Au Kansas, la ville de Greensburg a été détruite à 95%. Les témoins ont vu un nuage sombre plonger jusqu'au sol. Il est arrivé de nulle part et soudain, c'était comme si les maisons se mettaient à exploser. Quelques minutes plus tard, tout était fini.
À San Francisco, les tornades ne constituent pas une menace. Ce qui inquiète ici, c'est le grand tremblement de terre qui devrait survenir dans les 20 prochaines années. Mais la ville est aussi exposée à un autre danger. Tous les 100 ou 200 ans, une tempête gigantesque frappe la région. La prochaine fera s'abattre un déluge sur la Californie. Ce phénomène se produit quand une tempête puise d'immenses quantités de chaleur et d'humidité sous les tropiques du Pacifique, avant de se diriger vers la côte ouest de l'Amérique. D'énormes flots de vapeur se forment. Ces rivières atmosphériques, comme on les nomme, peuvent déverser des pluies diluviennes plusieurs semaines d'affilée. Les rivières sortiront de leur lit, des villes entières seront inondées, des routes, des ponts s'effondreront. Pour des millions de personnes, la vie quotidienne s'arrêtera. L'Institut géologique des États-Unis a estimé le possible montant des pertes à 530 milliards d'euros, soit 3 fois plus que les prévisions concernant un grand tremblement de terre. Ce phénomène s'est produit pour la dernière fois au cours de l'hiver 1861-1862. Il a plu sans discontinuer pendant 40 jours. Mais des études géologiques ont montré que la Californie avait connu encore pire. Certaines de ces super tempêtes ont été beaucoup plus dévastatrices. Personne ne peut dire quand la prochaine aura lieu, mais une chose est sûre, il n'y aura aucun moyen de l'enrayer. La Californie doit se résigner et se préparer du mieux qu'elle peut. En théorie, le même scénario est possible en Europe. Des rivières de condensation sont aussi présentes au-dessus de l'Atlantique Est et de l'Europe de l'Ouest. On peut tout à fait imaginer que dans le futur, les conditions hivernales provoqueront ce genre de phénomène. S'il se met à pleuvoir violemment pendant des semaines, nous subirons des inondations catastrophiques, en particulier dans le bassin du Rhin. Bien qu'on ne puisse pas encore parler de super tempêtes, les récentes inondations qui ont frappé l'est de l'Allemagne ont montré à quel point les villes et leurs habitants étaient vulnérables. Soudain, le réchauffement climatique est devenu une réalité concrète. Il ne concernait plus seulement l'autre bout du monde, il se traduisait par des catastrophes au cœur de l'Europe. La sécurité civile allemande a pris des mesures pour relever les défis qui s'annoncent. Toutes les autorités concernées ont été coalisées. L'objectif est d'organiser la protection des infrastructures stratégiques et de coordonner la gestion de l'énergie, de l'eau et de la nourriture à travers le pays. Les dernières études montrent que nous devons nous attendre à une augmentation du nombre de canicules, de fortes pluies et de tempêtes. La défense civile doit s'y préparer. Par exemple, nos systèmes d'alerte doivent réagir plus rapidement. Certains événements climatiques seront limités à des régions bien spécifiques et nos moyens de surveillance devront être adaptés en conséquence. Il faudra aussi améliorer la capacité d'auto-assistance de la population. Chacun devra être capable de se débrouiller seul un certain temps, car les secours n'arriveront pas toujours immédiatement. Les tornades sont de plus en plus fréquentes en Allemagne. On en dénombre entre 20 et 60 chaque année. Elles frappent par surprise et détruisent tout sur leur passage. Comme ici, à Micheln, en Saxe-Anhalt. Et d'autres phénomènes inédits dans cette partie du monde font leur apparition. En avril 2011, l'aridité des sols associée à des vents violents a soulevé une tempête de sable. Elle a traversé une autoroute entre Rostock et Güstrow. Le carambolage qui a suivi a tué 8 personnes et fait de nombreux blessés. Les autorités craignent que ce genre d'incident ne se multiplie.
La plupart des spécialistes s'accordent à dire que les changements climatiques auront un coût humain. Les tempêtes vont devenir plus fréquentes, plus violentes, et leurs conséquences plus dramatiques. L'élévation du niveau des océans est maintenant un fait établi. Les calculs varient, mais d'ici la fin du siècle, la mer devrait monter de 50 cm à 1 mètre. Les marées de tempête vont devenir de plus en plus destructrices. Les dernières études prévoient que d'ici 2070, les principaux ports du monde seront 4 fois plus exposés au risque de grandes inondations. Quelle que soit la violence des tempêtes, leur fréquence ou le rôle joué par l'homme, elles ne seront jamais domptées. Il n'y a qu'une chose à faire, s'en protéger. Car elles font partie intégrante de notre monde.